Bonjour Monsieur Bruno Guig. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Nous avons sollicité une interview pour parler avec vous, nous entretenir avec vous de l'événement qui s'est passé hier. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 25 juin, pardon, et hier on a eu l'annonce du Brexit anglais. Et donc on voulait avoir votre avis sur la question. Je rappelle que vous êtes politologue, ancien haut fonctionnaire, et que donc vous avez un éclairage et une analyse assez éclairée donc, sur tous ces sujets. Donc, pour commencer, ce qui m'a frappé en premier lieu avec l'annonce du Brexit, c'est l'erreur fondamentale des analystes. Alors on pourrait rappeler en particulier le tweet d'Arnaud Parmentier qui tweetait hier « On ne défait pas une omelette pour retrouver des œufs, le Brexit est matériellement impossible ». Je fais référence aussi à une vidéo qui tourne beaucoup sur YouTube de Jacques Attali qui expliquait à quel point lui et ses acolytes qui avaient rédigé les traités européens avaient fait tout leur possible pour qu'il ne soit pas possible d'en sortir. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il est tout à fait possible d'en sortir. En tout cas, c'est la tournure que ça prend. Donc, selon vous, quelle est l'origine de ce décalage complet entre l'analyse des éditorialistes, des hommes politiques, de la plupart des intellectuels français sur ce sujet? Est-ce de la malveillance, de la manipulation ou seulement une incompétence? Alors, ce qu'il y a de bien avec Jacques Attali, c'est que il est très utile au fond parce que si on veut savoir ce que pense l'oligarchie mondialisée, on n'a qu'à lire ou entendre Jacques Attali. Il en est le porte-parole quasi officiel. Donc, à cet égard, sa prise de position est tout à fait significative. Ce sont des gens, si vous voulez, qui pensent toujours d'une façon ou d'une autre, qui excluent la possibilité que le peuple puisse finalement leur donner tort. Or, c'est ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que vous avez un peuple, le peuple anglais, qui a, pour des raisons qui lui appartiennent, décidé de quitter l'Union européenne. En tout cas, c'est le message qu'il a envoyé à ses dirigeants. Et curieusement, cette hypothèse, c'est-à-dire celle d'une victoire du Brexit, ne faisait pas partie du champ d'analyse des personnes que vous venez de citer. Donc je pense qu'il y a une sorte d'exclusion quasi pavlovienne de la possibilité du refus populaire dans la manière dont ces personnages analysent une situation donnée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à propos du tweet d'Arnaud Parmentier, il est très révélateur de ce que pense la presse mainstream, puisque le Parmentier est journaliste au Monde, sauf erreur de ma part, et que ce quotidien brille par le conformisme de ses analyses sur ce genre de questions. Au fond, pour eux, si vous voulez, l'appartenance des pays de l'Europe occidentale à l'Union européenne va de soi, parce qu'elle participe d'une entreprise d'unification par le marché qui est dans l'ordre des choses. Or, ce que vient de démontrer le Brexit, ce que vient d'attester le vote populaire, dans sa clarté, dans sa radicalité, c'est que l'Europe par le marché ne passe plus. Et que la décision populaire peut aller à l'encontre, effectivement, d'un processus qui est présenté comme une sorte de fatum, de fatalité, quelque chose qui serait inscrit dans l'ordre des choses. Le vote populaire défait le prétendu ordre des choses. Voilà la leçon que l'on peut tirer du Brexit. Oui, et en particulier, on peut rappeler que la construction européenne a toujours été présentée comme une construction à cliquer, c'est-à-dire après chaque étape, il n'est plus possible de revenir en arrière. Et finalement, on voit que c'était absolument pas ça, manifestement. Ou en tout cas que naturellement, on peut revenir en arrière de tout traité. C'est de cette façon que le processus a été conçu et mis en œuvre. Mais il faut bien quand même, puisqu'on est en démocratie, en tout cas on est censé l'être, de temps en temps demander son avis au bon peuple. Et il arrive qu'effectivement il déjoue tous les pronostics. On l'a vu en 2005 à propos du référendum sur le projet de constitution européenne qui a été refusé par 55% des Français. On se souvient aussi de quelle façon, chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre, grâce à M. Sarkozy, qui a opposé finalement au peuple de France, français à cette occasion un déni flagrant de souveraineté. On n'est pas à l'abri, effectivement, dans les années qui viennent, d'un processus analogue à la suite du Brexit. Alors, c'était justement ma deuxième question, donc l'enchaînement est parfait. On avait vu en 2005 comment le vote populaire du référendum français a été bafoué. Plus
proche de nous l'an dernier, quasiment jour pour jour. Il y avait eu un référendum aussi en Grèce sur l'acceptation ou pas des discussions entre la Troïka et le gouvernement grec. On voit que dans les deux cas, le vote populaire n'a pas été respecté. Dans un cas, ça a duré quelques années, comme vous dites, c'est revenu par la fenêtre de manière, je dirais, presque assez subtile. Il faut reconnaître qu'une bonne partie de l'opinion française a mis du temps, et même les analystes, à comprendre à quel point l'arnaque était fine. Alors, l'an dernier, c'était beaucoup plus basique comme technique. Vous dites oui, mais en fait, ce sera non, quoi. En 3-4 jours, c'était bouclé. Le choix du peuple, enfin du moins Tsipras s'est assis sur la décision du peuple grec. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que tout simplement il se passe la même chose, soit à très court terme, que le Parlement ne vote pas dans le sens du référendum, puisqu'il n'en est pas obligé, tout simplement, soit à plus long terme, qu'on rentre dans une phase de soi-disant négociation dont il ressorte que le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne. Oui, il y a deux aspects à cette question. Il y a d'abord le fait qu'en Grande-Bretagne, enfin dans le Royaume-Uni, il n'y a pas de constitution écrite. Et donc ce n'est pas comme sous la Ve République en France où une loi référendaire a immédiatement force exécutive. Elle s'applique immédiatement parce qu'elle est l'équivalent d'une loi et même au-dessus, d'une certaine façon, d'une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est en fait une consultation référendaire plus qu'un référendum, dont le gouvernement anglais est tenu évidemment de tenir compte, mais il n'y a pas de mécanisme contraignant sur le plan constitutionnel, puisque comme on le sait, il n'y a pas vraiment de constitution. Au Royaume-Uni, en tout cas, elle est de type coutumier. Ça, c'est le premier aspect. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Le plus important, c'est le fait, à mon avis, c'est le deuxième aspect de la question, c'est que, évidemment, la sortie de l'Union européenne, donc d'un pays comme le Royaume-Uni, ne peut se faire, d'après les traités européens, que selon un processus transitoire d'une durée de 2 ans qui est reconductible. Donc, de toute façon, il y a au moins une période de 2 ans minimale pendant laquelle on va négocier. Et d'où donc le statu quo va perdurer. C'est-à-dire que, de fait, de facto, le Royaume-Uni va rester dans l'Union européenne avec tout ce que ça implique dans les 2 années qui viennent. Et ce processus transitoire peut être reconduit selon que les négociations entre le Royaume-Uni et les autres États membres, sous l'égide de la Commission évidemment, et sous le contrôle du Conseil et du Parlement, je suppose, aboutiront ou n'aboutiront pas dans un délai raisonnable. Je dirais même que la perspective que le Royaume-Uni demeure d'une certaine façon dans l'Union européenne n'est pas à exclure. Parce que si les négociations, au fond, aboutissent à une situation où on retrouve l'équivalent de l'intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne, même si on n'en a pas, si vous voulez, le nom, enfin une sorte de Canada Dry, quoi, vous voyez, du Royaume-Uni qui resterait dans l'Union européenne de facto, ou alors sous la forme d'une adhésion à un mécanisme de libre-échange, qui impliquerait d'ailleurs de la part du Royaume-Uni, il faut le savoir, le versement d'une contribution financière. Ce qui fait qu'en fait, on reviendrait quasiment au statu quo ante. Alors, ne faisons pas de l'économie ou de la politique fiction. On n'en sait rien, on verra. L'avenir est toujours une page blanche, contrairement à ce que les représentants patentés de l'élite financière mondialisée veulent nous faire croire. Ce sont les peuples qui écrivent l'histoire, finalement. Ils ont les dirigeants qu'ils méritent, et de toute façon, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Mais il y a ce risque, effectivement. Ce risque, finalement, d'une dépossession, de fait, du peuple britannique qui, ayant dit non, risque de se retrouver, au bout du compte, avec une situation qui reviendra au statu quo ante. C'est le risque, ouais. Très bien, alors effectivement, c'est un risque. On va rentrer dans une période un petit peu de négociation, quoi qu'il en soit, quelles que soient effectivement, comme vous dites, les conclusions de ces négociations. Alors, du coup, moi, ça m'évoque, ces négociations, une espèce de marchandage, et j'y vois un petit peu, ça me fait penser à ce qu'on appelle les 5 étapes de l'acceptation. Alors, en gros, quand il y a un sujet qui est un petit peu délicat, dont on ne veut pas, qui est compliqué à accepter. La première étape consiste à un déni, un refus. Alors, on en parle beaucoup pour la mort. Alors, est-ce qu'on parle de la mort de l'Union européenne, peut-être? Donc, la première étape de cette acceptation, c'est le déni. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est le marchandage, justement. Ensuite, la quatrième, la dépression, avant d'arriver sur l'acceptation. Et quand on voit, finalement, la vindicte qui est lancée sur tous les gens qui essayaient,
il y a encore quelques semaines, quelques mois, de discuter d'un avenir autre possible et d'une déconstruction de l'Union européenne, et que finalement, aujourd'hui, on voit on se met à rentrer dans le marchandage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vient de passer d'une étape à une autre, et que finalement, il n'y a pas là aussi peut-être un effet de cliquet, mais inverse, c'est-à-dire que on va pas revenir en arrière de la situation avant, et qu'on va rentrer dans une phase tout à fait différente à partir d'aujourd'hui, de discussions plus fortes sur les sujets de l'Union européenne. Ouais, les dirigeants français, par exemple, François Hollande, si bien que Manuel Valls, ont déjà annoncé qu'il fallait refonder l'Europe. Mais si c'est pour simplement remettre sur la table les mécanismes ou les processus ou les principes qui sont déjà à l'œuvre dans l'Union européenne telle qu'on la connaît, il est évident que ça sera la montagne qui accouchera d'une souris. Moi, je ne crois pas à la refondation de l'Europe, ça ne veut rien dire. Le fait que le Royaume-Uni sorte d'ailleurs de l'Union européenne n'est pas en soi un événement extraordinaire. Le Royaume-Uni est entré en 1973 dans l'Union européenne. Le général de Gaulle lui avait fermé la porte à 2 reprises, en 1963 et en 1967. Le Royaume-Uni est d'ailleurs dans l'Union européenne avec un pied dedans, un pied dehors, puisqu'il n'adhère ni à l'espace de libre circulation défini par les accords de Schengen, ni évidemment à la monnaie unique. Le Royaume-Uni ne faisait pas partie de la zone euro. Donc, du point de vue, je dirais, des grands équilibres de l'Union européenne, c'est pas un événement extraordinaire, en réalité. C'est vrai que l'économie britannique pèse assez lourd à l'échelle européenne, mais on retrouvera de toute façon l'économie britannique dans un processus qui sera plus ou moins de libre-échange, à mon avis. C'est comme ça que ça finira. Mais en même temps, en fait, le véritable enjeu n'est pas là. Le véritable enjeu, il est dans la crédibilité des institutions européennes. À partir du moment où un peuple, consulté par voie référendaire, dit que c'est terminé, l'Europe que vous nous proposez, nous n'en voulons plus, et donc à partir du moment où un grand pays, qui n'était pas un pays fondateur, mais qui est quand même un État membre de grande importance, sort de l'Union européenne, la question de la viabilité politique, en quelque sorte, des institutions européennes est en jeu, puisque, au fond, c'est le mauvais exemple. Demain, qu'est-ce qui empêchera, après le Brexit, d'avoir un Frexit, si des forces politiques en France le demandent, et on sait qu'il y en a. Donc, c'est ça le problème qui va se poser. Alors, mais justement, alors c'est très intéressant, parce que là, ce qui est important pour nous, Français, c'est d'aborder aussi les impacts sur la France. Quand je parlais de ce changement de paradigme, on nous promettait un petit peu l'apocalypse. Limite, les grenouilles allaient tomber du ciel il y a encore une semaine. Finalement, on voit que les marchés ont plutôt pas si mal réagi que ça au vendredi. Si on regarde le CAC 40, il a perdu l'équivalent de ce qu'il avait gagné la semaine d'avant. Donc on est quand même très très loin d'un krach boursier. Sur les marchés anglais, il n'y a pas eu non plus, alors la livre a été dépréciée, mais il n'y a pas eu non plus une chute si importante que ça, en tout cas pour vendredi. On verra dans les prochains jours. Et finalement, on se rend compte que le cataclysme annoncé en ce tout début ne se produit pas. Et alors, plus étonnant, dans cette idée de début de marchandage, j'entendais hier Christophe Barbier, qui est quand même parmi ceux qui nous ont promis le néant, le chaos, qui dans un édito, disait ni plus ni moins que finalement, c'était pas si grave que ça, et c'était peut-être même, selon lui, un mal pour un bien, puisque ça allait évacuer l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, peut-être que l'Angleterre in fine, et permettre d'avancer autrement vers une autre Europe. Oui, c'est vrai, c'est un discours que l'on entend. Alors, vous avez raison de dire qu'on est passé d'un discours sur l'apocalypse à un discours sur finalement, c'est pas si grave que ça. Du coup, le deuxième volet du discours, à mon avis, est beaucoup plus réaliste. C'est vrai que, au-delà d'une secousse financière qui sera importante, mais quand même pas rédhibitoire, et d'un certain nombre d'ajustements divers et variés, on voit mal effectivement l'économie britannique s'effondrer et l'économie européenne en général être impactée de manière significative par l'événement, pour des raisons dont on a déjà parlé d'ailleurs. C'est que finalement les marchés vont s'adapter, il va y avoir des ajustements, quelques délocalisations éventuelles de sièges sociaux, enfin tout ça quand même ne modifie pas fondamentalement les données du problème en Europe. Par contre, c'est vrai que le deuxième aspect de la question est intéressant, c'est au fond, si l'Europe doit continuer avec
effectivement ce Royaume-Uni qui, lui, est sur le départ, c'est de quelle manière, voilà. C'est-à-dire quel sera demain le véritable enjeu des discussions entre les États membres sur la refondation, la reconstruction, ou je ne sais quoi, de cette Union européenne qui a failli quand même. C'est-à-dire le fait que le peuple britannique ait majoritairement dit non montre que les attentes qui étaient celles d'un grand peuple européen à l'égard d'une construction européenne dont on attendait une sorte d'Eldorado économique, depuis longtemps, en tout cas c'est ce qui nous était promis par les médias, par les dirigeants politiques, etc. Ça, c'était quand même significatif. Je pense que finalement, économiquement, ça sera un événement relativement mineur. Politiquement, je pense que là, c'est un cataclysme. C'est-à-dire que la crédibilité du processus européen, de la construction européenne, c'est-à-dire cette transformation finalement de ce vieux continent lesté d'une histoire millénaire en un vaste hypermarché, ça, effectivement, c'est quelque chose qui va être mis en question. Alors, décidément, on est bien en face parce que vous m'offrez à nouveau une parfaite transition sur ma question suivante, qui était sur cette notion d'une autre Europe possible qui revient à nouveau. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, ne voulant pas voir une déconstruction de l'Europe à nouveau, ce qui revient très fortement, c'est depuis hier, c'est l'idée qu'une autre Europe est possible. Alors, on a quand même eu un tweet de Manuel Valls assez incroyable où il dit que le Brexit est révélateur d'un malaise trop longtemps ignoré au sein de l'UE, de l'Union européenne. Donc, alors, de la part de quelqu'un qui manifestement est enclin à écouter la voix du peuple, si on fait référence à la loi travail en ce moment, c'est assez cocasse. Il y a quelque chose aussi qui m'a assez étonné dans le discours de Jean-Luc Mélenchon hier, où il a lancé, ça me paraît être presque une petite bombe, une bombinette, mais ça n'a pas été repris du tout dans les médias, ou très peu. Il a annoncé que les 5 présidents européens étaient en train de réfléchir à un nouveau traité depuis des mois. Et que c'était secret, mais voilà, il a lancé ça comme ça tout d'un coup. Alors, il fait référence évidemment au président de la Commission européenne, donc à Juncker, à Martin Schulz, président du Parlement, à Donald Tusk, président du Conseil européen. Voilà, ils sont 5, les 2 autres, on les connaît moins. Alors, ma question est la suivante. Quel est, selon vous, l'impact sur l'opinion publique de tout ça, alors même que ça fait en fait 40 ans que devant le constat que rien ne marche, tout le monde dit qu'on va tout changer. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement la population va s'agacer de tout ça et réagir de manière très inattendue ? De toute façon, le Brexit est un formidable cadeau offert par les Britanniques aux partisans d'un retrait de l'Union européenne en France. C'est clair que tous ceux qui préconisent la sortie de l'Union européenne se voient leur position confortée par le choix des Britanniques, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que le seul contre-feu que l'élite dirigeante peut opposer à ce risque, c'est finalement de refonder ou tenter de refonder une Europe fédérale. En fait, la seule alternative à la prise en main par les peuples de leur destin, à travers un acte de souveraineté, comme les Britanniques viennent de le faire, c'est la construction d'une véritable Europe fédérale. Je rappelle que le fédéralisme est un système dans lequel il n'y a pas de ticket retour. C'est un aller sans retour. Le fédéralisme, c'est un système dans lequel on ne peut pas faire sécession. Ce n'est pas une confédération, par exemple, un système fédéral. Or, les fédéralistes, et ils sont nombreux, aussi bien à droite qu'à gauche en Europe, vont sans doute vouloir reprendre la main et opposer ce projet qui, à mon avis, est totalement irréaliste et même mortifère pour les peuples qui composent l'Europe historique et géographique, la véritable Europe, opposer donc ce projet à la perspective d'un éventuel Frexit, c'est-à-dire d'une demande par le peuple français d'être consulté sur l'opportunité de rester dans l'Union européenne. Et il est évident qu'un Frexit alors aurait des conséquences beaucoup plus importantes qu'un Brexit. D'abord, le Frexit torpillerait la zone euro, je pense que c'est clair, puisque la zone euro repose en réalité sur une union monétaire entre la France et l'Allemagne, principalement, qui a été fondée sur finalement l'alignement de l'euro naissant en 2000 sur un franc, un marque relativement surévalué, et c'est d'ailleurs l'origine d'une grande partie de nos problèmes. Donc là, il y a véritablement, de ce point de vue-là, mais c'est un problème politique, un véritable péril pour l'Union européenne. Le péril, il est politique, il n'est pas économique en réalité. Et c'est ce que le discours, soit lénifiant, soit catastrophiste de nos dirigeants, selon qu'on se situe avant ou après le Brexit, tente à occulter.
Alors, du coup, tout ça nous amène à parler de la notion de souveraineté, souveraineté des peuples, et du coup la définition des peuples. Est-ce qu'on parle du peuple français, enfin de chaque peuple national? Est-ce qu'on parle d'un peuple européen? Et alors, ça m'a amusé ce matin, j'entendais Bruno Le Maire sur Europe 1 qui faisait l'éloge des frontières européennes, des frontières extérieures à l'Union européenne. On sait à quel point les européistes ont le culte du drapeau, le drapeau européen, qu'ils veulent voir partout et imposer aux yeux de tous. On a quelques exemples aussi, et notamment Bernard-Henri Lévy, par exemple, un des fervents défenseurs qui en appelle à une nation européenne, à la création d'une nation européenne. Alors finalement, est-ce que tous ces européistes ne seraient pas des nationalistes, voire, enfin, pardon, des souverainistes, voire des nationalistes qui s'ignorent, mais au niveau d'une nation européenne et en fait, est-ce que tout simplement les souverainistes nationaux ne seraient pas juste pragmatiques et réalistes, au sens où ils s'appuient sur des nations qui existent, là où les européistes veulent juste, de manière un petit peu idéaliste et utopique, construire une nation qui n'existe pas en tant que telle? Bah, les fédéralistes sont des supranationalistes, puisqu'ils veulent transformer ce qui est historiquement et géographiquement un ensemble d'États-nations en une entité supranationale pleinement souveraine, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, puisque par exemple, pour s'en tenir à la zone euro, il y a bien une monnaie unique, hein, il y a bien un espace commun, à la fois de libre circulation et d'échange économique, un grand marché, un hypermarché européen, mais il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui avec ce néologisme d'inspiration anglo-saxonne que je n'aime pas beaucoup, de gouvernance de la zone euro. Or, ceux qui réclament une gouvernance de la zone euro sont en réalité des fédéralistes qui veulent transformer cette Europe qui existe, l'Europe réelle, l'Europe des nations, l'Europe des peuples, en une véritable entité politique pleinement souveraine où, du coup, l'État-nation est dissous, il disparaît. Il peut pas y avoir il n'y a pas de compromis possible entre la souveraineté nationale ou la souveraineté populaire, c'est la même chose. Hein, et l'idée supranationale, poussée jusqu'à ses extrêmes conséquences. Quand vous dites par exemple qu'ils ont le sens du drapeau, ou l'amour du drapeau, oui c'est ça, c'est-à-dire ils prétendent substituer, si vous voulez, aux États-nations historiques, dans lesquels les peuples se reconnaissent, même s'ils sont ouverts aux autres, c'est pas parce qu'on est souverainiste qu'on est fermé aux autres. Ils veulent donc substituer à ces États-nations historiques qui existent une sorte de supranation qui n'existe pas. Donc c'est ça le paradoxe, et à mon avis l'erreur fondamentale, la contrefaçon originelle du processus européen, de la construction européenne, c'est qu'elle repose sur l'idée complètement utopique qu'on puisse, en faisant table rase des nations qui existent, construire une supranation qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Alors, il se dit même, je ne sais pas si c'est vrai, que Jacques Delors, l'une des raisons qu'il évoquait pour la création de l'euro, c'était d'imposer la création d'une nation européenne. Au sens où une monnaie ne pouvant, dans la pratique, exister que au sein d'une nation, il imposait finalement, il croyait être capable d'imposer au peuple européen un sentiment national européen au simple fait de leur avoir imposé une monnaie. Jacques Delors nous a légué 3 calamités. La première calamité, c'est l'idée qu'on puisse construire une Europe unie en bâtissant un hypermarché. Mais un hypermarché, c'est pas une entité politique. C'est pas parce que vous créez un espace économique intégré que vous créez automatiquement un sentiment commun d'appartenance, c'est-à-dire une véritable entité politique, hein, au sens noble du terme politique. La deuxième calamité léguée par Jacques Delors, à mon avis, c'est cette espèce de miroir aux alouettes qu'a constitué l'Europe sociale. Hein. L'Europe sociale ne peut pas exister, puisqu'en réalité, le processus d'unification européenne, qui passe par le marché, c'est-à-dire en réalité par l'hypermarché, consiste à mettre en concurrence de manière effrénée les appareils productifs et les systèmes sociaux. Donc c'est toujours, au bout du compte, l'alignement par le bas, hein, sur le plus petit commun dénominateur qui se produit. On le voit bien en matière fiscale, par exemple. Il n'y a jamais eu d'harmonisation fiscale et sociale, et il ne peut pas y en avoir, puisqu'il n'y a pas de gouvernance commune. Or, la gouvernance commune signifierait le fédéralisme. Et le fédéralisme, on en a parlé à l'instant, de toute façon, est une perspective, dans le pire des cas, complètement utopique, et dans le meilleur des cas, complètement utopique, et dans le pire des cas, complètement catastrophique.
hein, puisqu'elle écraserait, en fait, elle ne pourrait être imposée en réalité que par la force. Il faut rappeler quand même que les seuls moments dans l'histoire où l'Europe a été unifiée politiquement, je dirais, dans une période relativement peu éloignée, c'est quand même l'Empire napoléonien, qui s'est quand même mal terminé, et c'est la grosse Europa chère à Adolf Hitler. Je ne crois pas qu'on puisse s'inspirer raisonnablement de ces modèles aujourd'hui. Donc la perspective de l'unité politique européenne, à mon avis, a été tuée dans l'œuf, paradoxalement, par la manière dont on a prétendu l'arrimer à l'hypermarché. Et ça, c'est le legs de Jacques Delors. Il ne faut quand même pas l'oublier. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question. Alors, moi, j'aime bien les médias, hein, et leur influence sur la population et sur la façon de penser. J'ai été assez choqué, alors j'ai entendu ça sur iTélé dans un reportage hier, où un journaliste mentionnait 3 arguments qu'il manifestement lui semblait être des arguments importants pour expliquer comment leur vote du Brexit allait très rapidement poser problème à la population. Alors les 3 arguments étaient les suivants. La banque JP Morgan va retirer une partie de ses activités en Angleterre. Donc là, ça me paraît être un décalage complet entre la vision du journaliste et l'opinion publique sur son sentiment vis-à-vis de la haute finance. Le deuxième argument était que les retraités anglais qui vivent en France ne vont plus pouvoir profiter des prestations sociales françaises. Alors déjà, les Français seront ravis d'apprendre que les retraités anglais qui n'ont pas cotisé pendant leurs années de travail bénéficient de ces prestations. Mais on parle là d'une petite fraction d'une population anglaise a priori assez aisée. Et le troisième argument était que les Anglais n'allaient plus pouvoir aller sur la côte française en vacances et qu'ils iraient à Brighton. Alors au-delà du côté un peu condescendant vis-à-vis de la station balnéaire de Brighton, évidemment, là encore, on est sur des arguments très périphériques et ça me paraît révélateur d'un énorme décalage entre le pouvoir médiatique et la population. Oui, bon, c'est considérer le problème posé par le Brexit vraiment du point de vue du... Enfin, c'est le petit bout de la lorgnette, quoi. Enfin, franchement, c'est même quasiment ridicule. Non, tout ça relève en fait une entreprise d'occultation, hein, à travers des considérations complètement anecdotiques et un peu grotesques, du véritable problème, qui est comment aujourd'hui un peuple européen peut-il exercer sa souveraineté? Qu'est-ce qui s'oppose à l'exercice de cette souveraineté? Et comment peut-il obtenir que lorsqu'il, par un acte souverain, il décide quelque chose, il ne soit pas floué le lendemain? C'est ça la véritable question. Donc ce qu'il faut regarder de près maintenant, c'est comment cette décision souveraine du peuple britannique va être ou non respectée. Et comment, en France, nous devons nous poser la question de savoir si nous devons ou non rester dans l'Union européenne. Je pense que la leçon anglaise doit être méditée par les Français et qu'il est temps que se constitue en France un courant favorable à la sortie pure et simple de l'Union européenne. Ce qui ne serait pas du tout une rupture d'ailleurs avec nos voisins, qui restent nos amis. Au contraire, je pense que la coopération entre les peuples sera d'autant plus facilitée que chaque peuple retrouve sa souveraineté. Le dialogue entre des nations souveraines et qui se respectent mutuellement me paraît beaucoup plus constructif que cette espèce de méli-mélo dans lequel nous baignons depuis des décennies, où finalement les peuples sont dépossédés de leur pouvoir souverain au profit d'une entité supranationale qui ne fait pas la politique que ces peuples souhaitent. Est-ce qu'on peut rêver, par exemple, d'un espèce d'alignement favorable des étoiles? Alors, je pense en septembre dernier, il y avait Jacques Sapir qui avait lancé une idée de front de libération nationale. Donc là, le Brexit, avec l'exemple montré par le Royaume-Uni, et puis, dans un peu moins d'un an maintenant, des présidentielles en France qui vont obliger à un débat. Oui, il faut que ce débat ait lieu. Il aura lieu à l'occasion de la présidentielle, il aura lieu après, évidemment, quel que soit le résultat. Je pense que l'idée de Sapir est bonne, mais Lordon dit un peu la même chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut absolument aujourd'hui convaincre les Français que le maintien de la construction européenne telle qu'on la connaît depuis des décennies joue contre la France, contre les Français, contre le peuple français. Enfin, la loi travail, c'est un diktat
de l'Union européenne. C'est l'alignement en fait sur les standards européens, qui sont des standards ultralibéraux, de notre système social, de la façon dont nous concevons les relations entre le capital et le travail. Et il est remarquable de ce point de vue-là de voir que certaines formations politiques qui prétendent défendre l'identité nationale et la souveraineté française, au fond, sont les premières à critiquer la courageuse résistance des travailleurs à ce projet de loi qui est un projet de loi qui s'oppose à leurs intérêts, qui s'oppose, je dirais, de manière générale, aux intérêts du peuple français. Alors il faut souligner à ce niveau-là que la loi travail en France, il y a actuellement la même chose en Italie, en Belgique avec la loi Peters, et que tout ça vient vraisemblablement de l'Union européenne. Vous parliez de François Lordon, ça me fait penser à pardon, de Frédéric Lordon, ça me fait penser à François Ruffin, qui avait fait en 2012 un interview d'un analyste financier, alors je crois que c'est Nicolas Doisy, qui expliquait exactement comment la loi travail allait arriver enfin, allait arriver en France et dans tous les pays qui n'étaient pas au niveau de ce que veut l'Union européenne. Et alors, ce qui est amusant au regard du Brexit actuel, c'est que une des dernières questions de François Ruffin était de savoir, mais qu'est-ce qui se passe si les Français sortaient dans la rue et refusaient parce que l'analyste était vraiment sûr de son fait que les marchés auraient toujours raison. Et finalement, on voit que la France résiste sur la loi travail, que les Anglais votent favorablement pour la sortie de l'Union européenne. Donc il y a peut-être un changement d'état des forces. Oui, le conflit actuel sur le travail est très intéressant. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, je remercie la CGT d'avoir pris la tête d'un mouvement de protestation contre ce qui, manifestement, est dicté par ce processus d'homogénéisation des standards sociaux dans toute l'Europe, au nom de la libre concurrence, qui est, comme on le sait, le dogme européiste par excellence. Donc, c'est à la fois lutter contre la dégradation des conditions d'existence du monde du travail, que de s'insurger contre ce projet de loi, et en même temps faire acte de souveraineté populaire et nationale, c'est-à-dire refuser, au nom de la volonté du peuple français, un diktat qui est inspiré, on le sait bien, par l'oligarchie financière mondialisée, qui a tout intérêt effectivement à ce qu'on détricote le droit du travail, à ce qu'on démolisse les services publics, et à ce qu'on impose à la France des standards néolibéraux dont ils sont les seuls bénéficiaires. Seule une infime minorité de privilégiés a intérêt à ce que cette politique européenne complètement réactionnaire, de régression sociale, soit menée à son terme. Voilà, ça paraît effectivement une évidence, mais malheureusement pas encore pour tout le monde. Mais j'espère que cet entretien aura permis d'éclairer une fois de plus nos auditeurs sur ces événements. Je pense qu'on peut qualifier d'historique, malgré tout, le vote d'hier. Donc il me reste à vous remercier, Monsieur Bruno Guigues, pour l'entretien. Et puis on va être très attentifs dans les semaines et mois à venir pour voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci également. Au revoir.